Mais si dans votre pratique, vous savez très très bien à quoi ça, on en parlera. Voilà. Donc, je vais commencer à parler des ondes de choc. Et c'est un topo qui date de 2015. Le topo, j'avais fait à la demande des kinés parce que il n'y a pas de formation sur les ondes de choc. Ils utilisent les ondes de choc et ils sont formés en général, s'ils sont formés par les entreprises qui leur vendent les machines d'ondes de choc. Et ça, c'est un drame. En plus, parce que les formations sont souvent mal faites, fausses. Enfin, c'est-à-dire que c'est du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent tous les arguments pour prouver que leur machine est meilleure que la machine du voisin. Et ils n'apprennent pas à soigner. Ce qui fait qu'en fait, ils ont des formations qui leur dit que pour soigner, il y a des protocoles qui sont donnés, qui sont faux, qui ne soignent pas, qui ne marchent pas. Et c'est vraiment un drame. Et j'ai pris conscience de ça. Et alors, je ne jette pas du tout la pierre aux kinés qui, en fait, n'ont pas de formation disponible. Et comme je commençais à être un peu sur l'île aussi, je n'ai pas hésité à être un peu polémique. À l'époque, c'était mes premiers débats un peu polémiques. Donc, ça s'appelle Débat. Et il y a quelques petites photos de débat. C'est pour ça que c'est pour vous remettre dans le contexte. Donc ça, moi, je suis médecin éducateur, médecin du sport. Et les ondes de choc, ça se pratiquait dans les cabinets de médecine du sport. Et maintenant, il y a pas mal de cabinets de kiné qui peuvent être appareillés avec des ondes de choc. Alors, je lance une diapo. Alors, historiquement, les ondes de choc, en fait, c'est de la lithotricie. Donc, en fait, c'est les machines de lithotricie qu'on utilise pour détruire les calculs rénaux et biliaires. Sauf que ces machines, ce sont d'énormes machines. On en a à La Réunion qui vont un peu entre le CHU et le CHU Nord. Souvent, qui sont installés même dans des blocs. Du coup, il faut demander le bloc. Et moi, j'y étais allé avec des vieux chefs de MPR où on prenait le patient. Et du coup, alors l'intérêt, c'était des ondes de choc dites focalisées. Les ondes de choc focalisées, ça envoie l'énergie à distance. Donc là, il y a l'appareil de lithotricie, là, il y a les tissus, et ça envoie l'énergie à distance en fait de l'appareil sur une forme un peu en forme de cigare, et ce qui permet, quand on a un calcul biliaire, en fait, de viser le rein et de ne pas bousiller les viscères qui sont entre la machine et le calcul. Et nous, les machines qu'on a dans les cabinets, la plupart, même si maintenant il y a quelques ondes de choc focalisées, ce sont des ondes de choc radiales où le maximum d'énergie en fait est près de la sonde et plus ça diffuse en fait, moins on a d'énergie. Donc il y a les deux. Donc à l'époque, c'était des ondes de choc focalisées. Et pour mettre des grosses énergies, parce qu'on mettait, on va voir après les énergies, et ben souvent on était à une basse fréquence parce que plus on augmente la fréquence, plus on perd d'énergie. Donc, je le faisais sous échographie avec des grosses machines et on le faisait pour les aponeuropathies planétaires, etc. Il y a eu quelques. Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'au début, les Allemands, ils ont vu qu'ils voulaient détruire les calcifications de coiffe dans la tendinopathie calcifiante de coiffe des rotateurs. Et ils ont vu que bien que la calcification s'enlevait une fois sur 5, ils avaient une amélioration des douleurs et peut-être du coup de la fonction aussi. Et ils se sont dit, ça tombe, c'est intéressant pour le tendon. Là, ils ont commencé à faire des études animales, etc. Et ils ont vu que c'était bénéfique pour la cicatrisation tendineuse dans le cadre de tendinopathie. Je ferai un gros topo sur les tendinopathies d'ailleurs mardi prochain. Du coup, là, je ne vais pas m'apesantir sur qu'est-ce qu'une tendinopathie, mais en gros, c'est le tissu qui est dégénératif. Et du coup, en remettant des bonnes contraintes et du coup, notamment des ondes de choc, l'idée, c'est de refaire un tendon sain, ou en tout cas qui fait moins mal. Les ondes de choc peuvent faire partie du traitement. Et du coup, ils ont vu qu'en fait, les ondes de choc permettaient de faire, on va dire, cicatriser le tendon ou alors changer le tendon de tendinopathie en tendon sain. Et du coup, ils ont commencé après sur les autres tendons. Et après, on a fait quelques études cliniques. Et après, ça s'est développé. Donc, il y a plusieurs types de machines de lithotricie. On voit en fonction du générateur d'ondes de choc. Donc sur les ondes de choc, focales, ça peut aller jusqu'à 12 cm de la sonde. Sur les ondes de choc radiales, ça va dépendre de l'énergie, ça dépend des tissus, ça dépend de pas mal de choses, mais globalement, ça peut faire jusqu'à 4 cm. Donc en fait, on ne pourra pas atteindre des choses extrêmement profondes.
Donc, dans l'appareil locomoteur, ça nous voit parfaitement parce qu'un tendon d'Achille n'est pas spécialement profond. Par contre, une lésion musculaire, par exemple, chez un rugbyman avec une grosse cuisse, ça peut commencer à être discutable. Le repérage, alors franchement, il peut être clinique. Un kiné, il n'y a aucun problème. Aponévropathie plantaire proximale, la clinique, c'est largement suffisant. Ou sous échographie. Nous, dans notre pratique de médecine du sport appareil locomoteur, franchement, la tendinopathie calcifiante de coiffe, j'aime bien le faire sous écho. En plus, je pense que plus on met d'énergie, plus ça marche. Très sincèrement, je n'ai pas trop confiance dans les autres personnes qui manient les ondes de choc, en fait. Et du coup, je le fais moi-même sous échographie avec des fortes ondes de choc pour viser vraiment la calcification. Parce que cliniquement, la calcification, on peut, si on sait, il y a une écho qui a été faite avant, il y a une calcification du supraépineux, et cliniquement, on sait repérer le supraépineux, on peut le faire. Par contre, il faut savoir le faire. Et c'est faisable, mais je vois beaucoup de gens quand je donne des cours et tout, j'ai l'impression que personne ne sait localiser un supraépineux. C'est pas si évident. Mais par exemple, si l'écho se développe, à force de faire des échos et tout, on va voir où c'est, et à force, on va y arriver sans trop de problèmes. C'est pas très compliqué, mais il faut apprendre à le faire. Et si on dit oui, à mon avis, c'est à peu près par là, bam. Alors du coup, si c'est 3 cm, des fois, on est 2 cm à côté, il n'y a qu'à regarder à l'écho. Donc je pense que l'écho pour être en hypathie calcifiante, c'est relativement intéressant, par exemple. Après, moi, j'avais mis sous anesthésie loco-régionale, etc. Mais ça, c'était pour d'autres types d'indications. Alors, dans le cadre de la recherche ou dans des indications. Par exemple, ça peut se faire sous anesthésie loco-régionale ou même sous anesthésie générale, par exemple, dans les pseudarthroses. Moi, je ne l'utilise pas dans les pseudarthroses, mais c'est bénéfique, en fait, pour les pseudarthroses avec des très fortes énergies. Mais ça, des chirurgiens orthopédiques qui vont le faire soit dans les centres extrêmement spécialisés, soit dans le cadre de la recherche. Ils ont des pseudarthroses et ils prennent des grosses machines de lithotricie, ils mettent le patient sous anesthésie générale, ils mettent des forces d'énergie et ça fait consolider l'os. Alors, c'est pareil, j'entends souvent dire ah là là, du coup, les ondes de choc, tiens, alors soit m'ont réveillé la douleur, soit ça tape parce que ça fait comme ça. Du coup, ça m'a cassé le truc et ça l'a aggravé. En gros, ça fait cicatriser les tissus. C'est un peu le sujet de mon topo, mais n'ayez pas peur. Notamment l'os, ça favorise l'évolution des pseudarthroses, si vous voulez. Donc, ça fait plutôt consolider l'os. Donc, même si une fracture de fatigue, vous aurez fait mal pour pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pas néfaste. Ça casse pas les choses, quoi. On va voir. Par contre, ça casse pas dans les viscères. Ah, ça n'a pas été enregistré. On n'a pas testé le son. On n'a pas enregistré non plus. Si, enregistré, c'est bon. Ah, t'enregistres? Ouais. Je veux juste. Bon, et on parle. Tout marchait depuis le début? Ouais. Non, on a fait une vérification technique et tout marche. C'est bien. Parce que... Donc, les principes des ondes de choc, en fait, c'est qu'il y a une augmentation transitoire et brutale de la pression, de forte amplitude, pendant un très court, et après, il y a une phase de pression négative à l'origine de phénomènes de cavitation. Donc, cavitation, en gros, si vous voulez, c'est un peu un vide d'air, c'est des petites bulles, et c'est ces cavitations qui seraient à l'origine des bénéfices thérapeutiques. Donc, comment ça marche? Par exemple, une calcification, ça peut détruire une calcification, c'était le mécanisme principal. Il y a quand même des mécanismes cellulaires, moléculaires, et à mon avis, c'est le mécanisme principal, mais comme c'est compliqué, on n'en parle pas. On aime bien dire je pète tout parce que ça pète et ça fait. Mais globalement, non, mais c'est vrai, on entend tout le temps ça. Bon, et même à la fin, c'est un peu ce qu'on dit aux patients. Franchement, comme ça, on ne s'enlève pas trop. Comment? Tu serais un très bon vendeur d'appareils. Ah ouais, comme ça j'arrive bien. Mais en fait, il y a quand même de la science par derrière. C'est-à-dire que globalement, les cellules, les ténocytes, les cellules les cicatricielles et tous les mécanismes cicatriciels ont été étudiés dans les tissus et ça favorise la cicatrisation des tendons. Alors, des tendons, des muscles plus ou moins aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est que ça favorise la cicatrisation. Et puis antalgique, alors c'est pareil, ça détruit les récepteurs nociceptifs. Ils l'ont vu aussi, les petites fibres nerveuses. Ça libère des endorphines et c'est pareil. Alors, ça stimule le gate control, mais en gros, si c'est pour stimuler le gate control, on aura vraiment une efficacité à court terme. C'est pas vraiment le but non plus. Voilà pour les mécanismes d'action. Alors, on parle. Alors, j'allais dire, c'est pas très compliqué. Il y a une énergie totale délivrée. Et pour un tissu, en gros, pour que ça cicatrise, il faut tant d'énergie totale. Quand il y a pas mal d'énergie, ça favorise la cicatrisation. Plus, ça ne sert à rien. Pas assez, il n'y en a pas assez. Et du coup, on vit. Donc, ça dépend du nombre d'impulsions. Donc, par exemple, par séance, on fait 1000 à 3000 coups. En général, c'est ce qui se fait. C'est pareil, au début, comme je vous dis, on s'était inspiré un peu
des destructions de calculs rénaux et après des études animales pour définir à peu près ça. Et on a fait les études là-dessus. Donc, ça ne sert à rien de tenter autre chose, ou sinon, vous faites de la recherche. Donc, 1000 à 3000 coups par séance, et c'est 1 à 5 séances. C'est pareil, même une. Alors, il y a très peu d'études, mais une seule avec 3000 coups, ça a montré son efficacité aussi. En général, ils font 2 ou 3 et ça a montré son efficacité. Mais du coup, après, il y a quelques études avec 4 ou 5, vous verrez, mais bon, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Après, il y a la densité d'énergie. Alors ça, c'est en millijoules par millimètre carré. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de l'énergie par unité de surface. Et ça dépend de l'applicateur, en gros de la machine, de la marque, du générateur, même de la pièce à main. Par exemple, pour moi, pour en gros, j'ai une rouge et ils vont appeler Power Plus et une bleue qui est radial plus, machin bidule et tout. Ça dépend de ça. Ça dépend de l'applicateur aussi, parce que du coup, en fait, on a des diamètres différents qui varient de 0,5 cm à 1,5 cm. Bon, ça peut varier. Et du coup, la même énergie sur une tête qui est plus petite, ça va donner plus d'énergie. Voilà. Et de la fréquence. Plus on augmente la fréquence, plus on perd d'énergie. Et ça dépend aussi des machines et des choses. Et à la fin, on a les. Voilà. Et du coup, à la fin, on a l'énergie totale. On a tant de coups qui délivrent tant d'énergie, et du coup, à la fin. Et on décrit 3 types d'énergie. Des énergies faibles. Alors là, on dit traitement de la douleur. En gros, c'est l'équivalent, si vous voulez, du massage du kiné, quoi. Ça ne fait rien cicatriser. Il n'y a pas de bénéfice à moyen ni long terme décrit. Il n'y a pas de mécanisme cellulaire cicatriciel mis en jeu. Ça fait comme ça. On interroge le patient. On dit qu'il se sent bien et on dit que ça calme la douleur. En gros, moi, je dis que ça ne sert à rien. S'ils veulent d'autres personnes là. Enfin, oui, si je dis que ça ne sert à rien. Les énergies moyennes, c'est là où on commence à avoir des bénéfices pour les traitements des tendinopathies ou des tissus calcifiés sur les tissus mous. Là, il y a une efficacité. Et du coup, on est entre 0,10 et 0,30 millijoules par millimètre carré. Et après, des énergies fortes, ça, c'est ce qui est utilisé dans les pseudarthroses. Il faut en général des grosses machines. C'est un peu les machines de lithotricie. Alors là, on peut détruire les calculs. Avant, c'est compliqué. C'est là où on guérit les pseudarthroses. Et avec certaines machines, justement, on peut arriver avec des forces d'énergie en réglant bien l'appareil. Par contre, alors je ne sais pas s'il y a vraiment des études, mais bon, franchement, plus on met d'énergie, plus ça fait mal. Il n'y aura qu'à essayer sur nous. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est l'exemple de la marque que j'utilise. Désolé, je fais de la pub ou je ne sais pas, mais bon, parce que je la connais et j'ai compris le truc. Mais il faudrait, si vous achetez une machine, regarder vraiment ce qu'il en est. Par exemple, bon, moi j'ai cette machine-là. Alors, il y a 2 pièces à main, celle que j'ai, la bleue et la rouge. Donc, on voit que plus on met de. Alors là, c'est en barre. Plus on met de pression, plus on augmente l'énergie en millijoules par millimètre carré. Alors, ça, c'est selon les pièces à main. Donc, en gros, ils ont une rouge, une verte, une bleue. Allez, on va faire simple. Et du coup, sur la pièce à main rouge, en mettant beaucoup d'énergie, j'avais dit forte énergie 0,30, on arrive à 0,50. Donc, on voit qu'on peut. Mais ça dépend aussi de la fréquence. Par exemple, avec la rouge, quand on est là, on est à 2 Hz, donc ça nous fait 2 par seconde. Donc, ça fait comme ça. Mais c'est un peu long, 3000 coups 2 par seconde, il faut faire le calcul. Et quand on a 5 Hz, on perd. Et entre 5 et 20, on ne perd plus trop. Avec la bleue, on augmente. Alors, du coup, on voit qu'on a moins d'énergie. Mais par contre, en augmentant la fréquence, on perd moins d'énergie. Mais du coup, il n'y a pas le choix. Les gens, ils disent moi, j'ai quasiment que ça. Bonjour, j'ai telle machine, je mets combien en barres? Mais ça ne dépend pas que des barres, ça dépend de la fréquence. Et du coup, il faut que je sache tout. Et des fois, je m'y colle. Alors, c'est ça qui a commencé à me faire des topos, c'est quand je m'y collais, je me suis rendu compte que les entreprises donnaient des protocoles qui ne marchaient pas. Et là, je me suis dit, le pauvre kiné qui s'y colle, qui regarde, je ne vais pas citer des marques, qui regarde sur YouTube le truc avec la multinationale où c'est traduit en chinois, en anglais, dans toutes les langues, le protocole ne marche pas. Le protocole, c'est un protocole inefficace. Déjà, il ne tape même pas sur la zone qui fait mal, en fait. Du coup, pour ce cicatriciel, quand on est 10 cm à côté, ça ne marche pas. Et là, il n'y a qu'à allumer YouTube pour le voir. Donc, il faut faire ça. Après, bon, alors les contre-indications, risque hémorragique, ouais, probablement que ça peut faire saigner. Il faut faire attention aux gros vaisseaux. Il n'y aura pas de gros drames, mais il faut quand même les éviter.
C'est surtout dans les lésions musculaires, quand il y a une grosse lésion musculaire et quand le. Alors, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Triceps sural, une personne qui était déjà un peu handicapée, en fait, qui a fait un saignement grade 3-4, rupture partielle à complète, en fait, entre gastrocnémiale et cellulaire, avec une lésion de plus de 10 cm de longueur et 5 cm de largeur. Ça saignait, on a ponctionné, on a enlevé, on a fait de la contention. On a envoyé chez le kiné. Franchement, je ne sais plus si c'était là. Nous, on explique, j'ai 45 minutes par consulte. Enfin, en gros, les gars, je les bétonne à mort. J'envoie chez le kiné, j'écris tout. Voilà. Et il revient, il a eu des ondes de choc. Et du coup, alors ça ne saignait plus. On était content. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on a dit on va vous revoir. Le kiné a fait des ondes de choc et ça a tout refait saigner, quoi. Et même ça, il n'y a pas besoin de s'y connaître à mort, mais voilà. Donc ça peut faire saigner quand même. Alors, parce que les gens tapent sur tout. En fait, ils ont la machine, ils veulent rentabiliser la machine. Ça, c'est et alors, j'ai ce discours aussi. Mais alors, Il y a une cotation. non, il n'y a pas de cotation. Alors, Ils achètent une machine à 10 000 €. Ils ont dit, cool, j'ai les ondes de choc. Ils arrivent, ils disent, je fais ma demi-journée d'ondes de choc. Comme nous, ça doit être cool, on fait la demi-journée d'infiltration. Et du coup, ils font passer tous les patients. Mais ils font passer les lombalgiques. Il n'y a aucune indication. Les lombalgiques, les arthros, les machins. C'est que, et ils s'en servent, au lieu de masser, ils massent avec la machine d'ondes de choc. Et quand moi je dis, ouais, les ondes de choc, ça marche, vous allez sortir le topo, dire, ouais, le marchand, il dit que les ondes de choc, ça marche. Du coup, lui, il va dire ça. Franchement, j'ai eu ce discours aussi, je l'ai vécu. Hein. C'est, ah ouais, ben, le marchand, il dit que ça marche et tout, et dans la lombalgie, la fille, elle a eu ses ondes de choc. Non. Pas dans la lombalgie, quoi. Et puis pas, tiens, ben, le paracétamol, ça marche, mais c'est un cancer, il garde pas ton cancer, quoi, le paracétamol. Mais c'est une prescription médicale, non? Non. Ah, Doxil, oui. Alors, mais alors, tiens, mais Ah ce non, qui est du MPR, lent. déjà, Non, c'est la alors, cotation. essaie de voir les connaissances de physiothérapie. Il y a des kinés qui sont hyper bons. Mais des fois, en physiothérapie, ils n'y connaissent rien. Nous, si c'est pas mis dans la prescription, ils ne peuvent pas le faire. Hein. Ils doivent demander l'accord du médecin. Ah ouais, bah nous, non. Ouais, alors de toute façon, je peux écrire ce que je veux sur l'ordonnance. Je peux faire des procès sur moi au kiné, mais ils ne respectent pas ce qui est marqué sur l'ordonnance. Des fois, j'écris, de toute façon, moi, toutes mes ordonnances, c'est renforcement musculaire. Il n'y a qu'à voir, j'ai moins de 10% qui le font. Quoi. Ouais. Et après, comme je le dis, j'envoie un bon kiné. Des fois, il est marqué cheville, tiens, bah, t'as une torse de cheville. Je vérifie qu'il n'y a rien de grave et tout. Je dis en torse grade 2, j'envoie un bon kiné, j'ai bien marqué. J'envoie un kiné qui ne sait pas faire du tout, qui croit à la micro, qui manipule le crâne, ou j'en sais rien ce qu'il veut faire. Et ben, du coup, j'ai beau écrire tout, lui téléphoner, lui faire ça, c'est un discours de sourd, j'y arrive pas. Ouais. Ça, c'est bien de trouver des bons filles. Et les thérapeutes manuels, j'arrive. Qu'est-ce que j'avais une grosse lésion des disques jambiers, j'avais dû faire de l'excentrique, de reprendre progressivement, de mettre des charges de l'excentrique pour faire cicatriser, etc. Non, mais moi j'ai l'impression d'avoir un dérangement au niveau des fessiers avec des troubles biomécaniques et tout. J'ai essayé de discuter, j'y arrive pas en fait. Mais à quoi sert le médecin alors si la prescription n'est pas respectée? Ouais, En fait, il pourrait aller direct chez le kiné, le patient. Chez les kinés, Oui, aussi, ouais. Non, Ouais, il y y a- a y a- une ordonnance pour pouvoir se faire rembourser. Ah, Payer c'est- ses séances, mais à l'intérieur des D'accord. séances, il fait ce qu'il veut. Puisque Ok. s'il a envie de faire du business, quelque chose qui est rentable et qui ne dure pas longtemps, bah, il fait des ondes de choc. Ouais. Ok. Et plus tu vas vite, plus tu rapportes d'argent. Ah bah, c'est ça. Donc en fait, Ouais, plus l'intérêt tu des prends de temps, ondes de choc, enfin bon, ça c'est pas. Plus tu apportes des C'est malheureux. technologies aussi, plus tu as l'air moderne. Quoi. Donc, Ok, d'accord. c'est toujours les derniers trucs qui ont toujours. Comme ça, ils peuvent faire autre chose aussi. Enfin, c'est vrai que là, Ouais, il y a beaucoup de et... kinés, ils ne fonctionnent plus avec des machines. Il y a des machines pour tout. Et en gros, ils ne voient plus le patient. Et là, on est dedans parce que c'était Et exactement c'est ce qu'avait fait faire le bien, topo. hein. C'est je dis les ondes de choc, ça marche parce que pour moi, ça marche, mais vraiment, ils ne savent pas s'en servir. Ouais. Mais du coup, à force d'avoir ce discours à La Réunion maintenant, alors soit c'est les gens qui savent s'en servir qui me contactent, j'ai l'impression que c'est mieux. Mais c'était particulier, ouais. Et on voit toujours. Voilà. Alors, du coup, il ne faut pas faire sur si vous avez bien, les apophyses de croissance, aussi les cartilages de croissance, qui posent coup de shatter et tout. Vu qu'on n'en fait rien, on n'est pas très fort en médecine, on a toujours envie de se dire, allez, tac, la machine qui traîne, on va voir. Et ça empêche la maturation osseuse. Du coup, il ne faut pas faire. Et ça ne sert à rien au niveau de la douleur. Après, tous les trucs un peu logiques. Si bon, il y a un cancer, on ne va pas trop taper dessus. On va dire ça diffuse. Les gros vaisseaux, les gros nerfs, voilà. L'algodystrophie, les pacemakers, on ne tape pas dessus non plus. Les gros vaisseaux, les nerfs et les cavités aériques, non, parce que voilà, alors lombalgie, les cavités aériques, il ne faut pas faire. Donc, ce qui est là, il ne faut pas faire. Moi, des fois, je fais sur les antésopathies des ischios, bon, parce que je vise bien et tout. Et après, sur l'épiniaque antéro-supérieure, à mon avis, parce que je n'ai pas de grosses indications. Et pourquoi pas l'algoneurodystrophie? Parce qu'on pourrait dire la petite énergie.
Ça peut être complémentaire aussi, non? Pour Oui. les contre-indications. Bon. C'est bon. Bah, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop faire des douleurs sur des ergodystrophies, ça fait flamber les ergodystrophies. Hein. Ouais, pas trop Oui, c'est pareil, tu toujours un vois. fond de l'énergie. Ouais, les douleurs, Ah, le ça cycle lui- douleur réveil de la problématique a été montré. Du coup, bon, vu que globalement ça sert à rien, bon, et qu'on fait mal, on va peut-être aggraver. Ouais. Et c'est une prothèse, si par exemple il y a une classification du rotulien et qu'il y a une prothèse en dessous, on peut ou pas? Ouais. Ok. Vérifie un peu parce que tu vas être en dehors des indications et tout. Bon, c'est mon avis. Voilà. Ça va être un peu de ta responsabilité si tu fais, mais moi, ça ne me gênerait pas de le faire, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des études, des machins. Mais... ça fait mal. Bah, d'ailleurs, on pourra essayer si vous voulez. Des hématomes transitoires bénins, oui, il faut prévenir. Hein, parce que si on est trop rapide, on n'a pas prévenu. Bon, moi, en médecine du sport, en général, ils savent, comme Pierre Boisdizier qui était médecin du sport, plus ils ont mal, plus ils sont contents. En général, ça se passe bien. Mais si on n'a pas prévenu et du coup, on voulait faire guérir, nous, on croit en notre truc. Et à la fin, les gens ne voulaient pas. Non seulement ils ont mal, et en plus, ils voient un bleu. On dit, oh docteur, vous m'avez tout détruit. Du coup, vous avez détruit mon truc, vous avez détruit mon corps et tout. Alors là, il faut tout récupérer. Il faut prévenir à l'avance les patients un peu sensibles à la question. Parce que oui, ça peut faire un peu des hématomes. Et les hématomes, ça dure longtemps, en plus, ça dure 2-3 semaines. Alors quand ils fixent sur leur hématome pendant 3 semaines. Du coup, c'est que ça soit un petit peu évidemment, tu le fais pas. Si, tu peux un peu, mais bon, faut. C'est pas une contre-indication absolue, mais bon, faut raison garder, il faudrait voir. Tant du potier chez un truc coagulant, bon. Peut-être tu commences par les petits énerves, mais bon, j'aurais pas dit contre-indication absolue, mais bon. Je sais pas, tu ferais toi, Jean? Ouais, je pense que je le ferai. Ouais, On ouais. dit, l'idée, c'est de remettre une contrainte mécanique. Donc, à la base, si c'est quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille, c'est un sportif, c'est un mec qui court. D'accord. Est-ce que les contraintes mécaniques qu'il met quand il court, elles sont franchement. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de gros risque, tu fais. Bon. C'est simple, tu vois qu'il a déjà des bleus sur les bras, rien Oui, que là, il faut qu'il voilà, ait ouais, des- je pense que Il est bien équilibré aussi. l'histoire de la contre-indication sur les nerfs, ouais, récemment, j'ai vu qu'il y a régulièrement des publications sur l'indication des ondes de choc sur les syndromes du canal carpien. Ouais, non, c'était des vieilles contre-indications dans la liste. Ouais. Ouais. Et tu as l'expérience de ça, ce truc? Non, bah, du coup, moi, j'en fais jamais, je m'en sers pas. J'ai vu dans les névromes de Morton, il y a quelques publications intéressantes. Et clairement, maintenant, il y a quelques études sur les gros nerfs et ça abîme pas les gros nerfs. Ça va faire encore plus mal. Ça déclenche à chaque fois la douleur, quoi, neuropathique. C'est pareil dans le cas. Ouais, sur un gros nerf, bon, à mon avis, tu peux avoir quelques coups ouais, si tu vises le sciatique. Ouais. C'est une compression. Du coup, moi, j'en fais pas dans les compressions nerveuses, mais en effet, c'est pas une contre-indication absolue, mais c'était sorti dans la liste. Ouais. C'est logique d'ailleurs. Je dis pas ça. Mais t'as raison, mais non, moi, j'ai pas d'expérience, jamais fait. Tiens, bah, d'ailleurs, par contre, je vois des Morton, ouais. Et j'ai jamais fait. Ah, bah, je pourrais. Mais parce que bon, l'étude, tiens, tu vas voir, il y a 4 patients, quoi. 4 patients sur une étude ouverte, on leur fait dans des chocs qui vont mieux. Voilà. Et après, sur les gros nerfs, vraiment aussi, ça a été fait. Il faudrait mettre des fortes énergies pour bousiller les gros nerfs. Donc, il n'y a quand même pas trop de risque. C'est pareil pour les gros vaisseaux. Vous ne stressez pas si à un moment vous dites oh là là, j'ai oublié mon anatomie, un vaisseau, je vais y téléphoner au patient et puis je vais venir chez lui le dimanche soir. Pour pas trop de problème non plus. Quoi. Donc, nausées, migraines, ça a été vu. Mais alors, quand on fait des études, des fois, ils mettent des grosses ondes de choc dans les pseudarthroses. Quoi. Du coup, en fait, ça, c'est des effets qui ont été décrits. C'est pareil, un hématome spongieux, ça, il va falloir mettre des fortes ondes de choc. Quoi. Et puis, bon, de toute façon, un hématome transitoire ou spongieux trochitaire, c'est pas très grave non plus. Alors, protocole et efficacité. Alors, tiens, il y a pas mal de choses qui sont pas vraiment mises à jour, mais il y avait déjà beaucoup de publications à l'époque. En 2009, revue de la littérature sur tendinopathies patellaires. En gros, ils montrent que ça marche. Et du coup, là, on a, moi qui suis plus près, par exemple, les protocoles, ils sont 3 à 5 séances, 3 séances, 3 séances, 3 à 5 séances, 1 séance, 3 à 5 séances. 2000 coups, 1000 coups, 1000 coups. Donc là, 2000, 1500, 1500. Donc le minimum, de toute façon, on va être là. Ouais. Et à la fin, étude contrôlée, et ça marche. Et du coup, combien d'énergie? Au moins moyennes énergies. Hein. Au moins 0,2, ouais. Là, ils ont 0,44. En gros, ça marche. Étude comparative. Donc ça marche. Alors du coup, il faut voir de combien, mais ça marche sur quelque chose de cliniquement significatif. Quoi. En gros, le VA, l'évolution naturelle, le groupe contrôle, il va passer au bout de 2-3 mois, en général, s'il y a mal à 7, il passe à 5, et sur le groupe onde de choc, il y a mal à 2. Donc quelque chose de cliniquement intéressant. Et sur le score visage, sur le score fonctionnel, le groupe contrôle, si
il ne peut pas faire de footing, il est un peu mal en marchant. Après, il a peut-être un peu moins mal en marchant, mais il ne peut pas faire de footing. Et le groupe onde de choc, il peut faire des footings, mais à la limite, en accélérant, il a toujours un peu mal. Au niveau fonctionnel aussi, on a par exemple 20 sur le score Visa. On a vraiment une bonne marche, quoi. C'est pas, ouais, ça marche un petit peu sur les études, un petit bidule. Ça marche vraiment quand c'est bien fait. Là, du coup, j'avais repris plein d'études. Ah non, c'était un mémoire. Du coup, il avait tout repris, les mémoires, et ils font un travail, bon, peut-être pas exhaustif, parce que voilà. Mais globalement, j'avais regardé tout ce qui marchait pas sur les études ouvertes, randomisées, etc. Donc, le minimum de coups, c'était 1000 coups, et le maximum, c'était 9000 coups. Pourquoi je vous le dis? Parce que clairement, tous les kinés ici font au moins 10 000 coups. Et des fois, ils ont 10, 15, 20, 30, 40. Enfin, ils ont des séances incroyables. Mais c'est 9 000 coups. Du coup, ça fait 3 fois 3 000, par exemple. Ou alors 4 fois 2 000. Du coup, on est à peu près sur ça. Donc, dans des gammes de moyennes énergies, donc ça dépend des machines, mais en barre, ça nous donne ça. En gros, tiens, ben là, bon, voilà. Ça c'est Hervé de la Barrère, qui était médecin, ou qui l'est encore d'ailleurs, à l'INSEP. Lui, c'était un des premiers peut-être à le faire, et du coup, il prend les gars à l'INSEP. Ils ont une tendinopathie du coup des sportifs de haut niveau, c'est ceux qui sont à l'INSEP d'ailleurs, là, pour faire la définition. Et ils ont une tendinopathie qui dure depuis moins de 3 mois, et du coup, il envoie chez le kiné, et il fait des ondes de choc. Et il regarde au bout de 3 mois si les gens sont satisfaits ou pas. Et du coup, quand ils vont voir le médecin, c'est des gens qui ne peuvent plus faire leur sport à cause de la tendinopathie. Et 3 mois après, du coup, il fait toujours le même protocole. C'est à peu près ce que je viens de vous dire. Enfin, moi, je connais le protocole. Il fait 4 séances à une semaine d'intervalle, 2000 coups. Et puis, du coup, il mettait 2, 3 ou 4 barres. Et du coup, les tendinopathies calcanéennes, il y a 75% d'efficacité. En gros, on n'ira plus, voilà. Et par contre, alors ouais, ça, épicondylite, épitrocléite, bon, la plupart des traitements, on fait un peu pareil. Pour étendinopathie, bon, là, il y aura peut-être orthèse, repos et tout, mais bon, moi, je fais pour étendinopathie travail excentrique, onde de choc, mais c'est des choses pour les tendinopathies épicondyliens médiaux et latéraux, sur lesquels le traitement médico-rééducatif est moins efficace que sur les autres traitements. Tendinopathie hachée, on y arrive bien. Voilà. Du coup, on a à peu près ça, et globalement, c'est ça. Il faut se dire, tiens, il y a quelqu'un, il a mal, il ne peut plus faire son sport depuis 2-3 mois. Je fais des ondes de choc, et du coup, ça va bien évoluer. L'évolution naturelle de la maladie, à mon avis, sur un truc comme ça, en général, c'est 30%. C'est-à-dire qu'on ne fait rien dans 30% des cas, où 3 mois, le gars, ça aura disparu ou la fille. Alors après, des revues de la littérature peut-être de meilleure qualité. Du coup, ils ont vu que les ondes de choc, du coup, de hautes énergies étaient efficaces dans les tendinopathies calcanéennes corporeales. Donc là, je n'avais pas trop de doutes, mais aussi au niveau de l'anthèse, ce qui quand même est plus discuté. Et sur les tendinopathies de coiffe calcifiantes aussi. Et quand on compare les hautes énergies à des faibles énergies, mais l'UO, il met supérieur à 0,28. Moi, j'avais dit au début du topo faible, moyen, fort. Mais bon, il y en a, ils séparent fort. Enfin, en gros, dans des trucs qu'on peut faire dans les cabinets médicaux ou de kiné, quoi. Et ah oui, c'est ça. Du coup, les hautes énergies, où ils disaient que ça marchait, et ben du coup, c'était supérieur à 0,28 qu'on peut avoir avec nos machines. Et du coup, ça marche. Ben, du coup, les hautes marchent mieux que les faibles, et les faibles, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Les faibles, ça sert à rien. Comment est-ce qu'on fait plutôt dans les tendinopathies chroniques, au tout début, bon, enfin, en gros, si on a mal depuis 3 jours, ça ne sert peut-être à rien, il n'y a pas d'études. Bon. Les fortes énergies supérieures à 0,5 millijoules par millimètre carré, ça ne sert à rien de faire plus. Et il faut au moins 0,14 millijoules par millimètre carré. Voilà. Bon, il faut se localiser sur le site une tendinopathie corporelle. Si on a mal au niveau du corps, on fait là. Si on a un névrose pointaire, on fait là où on a mal. Si on vise une lésion musculaire, l'efficacité peut se discuter, mais voilà, on vise au niveau de la lésion musculaire. Ou alors 5 mm à côté si vous pensez que les myocytes ou les myoblastes, ils sont juste à côté, on vise le vaisseau. Mais en gros, on n'est pas 10 cm à côté, quoi. Voilà. Donc ça, c'est en fonction, tiens, d'ailleurs, de l'énergie. Ça, c'est la réduction de l'EVA en fonction de l'énergie, sur des aponevrosites plantaires, sur des... voilà. Et du coup, on voit quand même que plus on met d'énergie, plus l'EVA diminue. Donc, plus on met d'énergie, même dans la gamme des moyennes énergies, plus on aura une réduction de l'EVA. Donc, en gros, moi, je dis de mettre le maximum d'énergie pour les rendre par le patient. Parce que avec nos machines, on n'arrivera jamais à des extrêmement fortes énergies, on ne sera jamais néfaste.
Et plus on met d'énergie, au moins pour les aponeuroses plantaires, plus ça va marcher. Mais pour les autres, c'est probablement pareil aussi. En fait, en lisant toute la littérature, on arrive un peu à ce type de conclusion. Alors, pour les périostites tibiales, ça marche aussi. Alors, il y a 2 études comparatives bien faites chez des militaires avec plusieurs dizaines de personnes, je pense que c'est même une centaine. Et je les ai bien relues parce que du coup, les périostites tibiales, c'était des militaires qui avaient des périostites qui duraient depuis quelques semaines ou quelques mois. Déjà, on voyait l'évolution naturelle de la périostite tibiale qui était à 6 mois, il y a un tiers de gens soignés. À 1 an, il y a peut-être un tiers, mais en fait, après 1 an et demi, il y a encore un tiers de gens qui ont une périostite. Du coup, quand on reçoit une périostite tibiale, chez quelqu'un qui fait du sport, il faut lui dire que ça va durer longtemps. Et après, quand il rajoutait à tout le traitement kiné qui était bien fait sur les 2, où il faisait étirement, reprise progressive, travail de renforcement, concentrique, excentrique, rééquilibrage musculaire, repris, voilà, tout ce qu'il faut, il rajoutait un peu de strap, de bidule et tout, des semelles, voilà. Et il faisait un groupe onde de choc versus pas d'onde de choc. Et dans le groupe onde de choc, il y avait un tiers de moins de douleur, en gros, et un suivi, un tiers de gens de plus de guéris, suivi à tel symptôme. Du coup, en fait, ça marche. Mais ça fait hyper mal. Hyper mal. Ça, bon, moi, je n'ai pas fait sur moi. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir sur notre propre périoste des coureurs. On met un tout petit peu d'énergie et ça marche. Et du coup, j'ai regardé ce qu'ils mettaient comme énergie. Et du coup, ils augmentent progressivement. On voit, alors j'ai compris pourquoi ils augmentent progressivement. Il y a une étude, ils ont fait 3 séances. Une étude, ils ont fait 5 séances. C'est à peu près pareil, mais il faut arriver dans la gamme des moyennes d'énergie. Et à la fin, ça marche. Du coup, quand moi, j'ai des militaires ou des ultra-trailers méga motivés ou des compétiteurs qui se disent, ouais, bah, ok, moi, je vais souffrir 4 fois 3 minutes et puis je suis parti, je le fais sous mes pas et je le fais. Et du coup, j'ai les militaires parachutistes à côté. Alors, du coup, ça nous donne, ils transpirent tellement qu'en fait, il y a des flaques par terre, là. Et après, je nettoie. Mais c'est vrai. Hein. Je l'ai fait à des copains ou des machins. Ou voilà, et ils m'ont. Alors, bah, j'avais un bon copain, tiens, pour rigoler, qui est super sympa, qui est le mari de ma témoin de mariage, pour rien vous cacher. Il s'est pointé, mais une périostite, il voulait faire le grand N. Il a dit, bon, bah, vas-y, c'est parti, quoi, je tente. J'ai mis sous mes haut-parts. Du coup, il n'a pas bougé et tout. Bah, c'était un ancien militaire, d'ailleurs. Après, il a fait. Et je dis, bah, du coup, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il dit, franchement, alors, en fait, je voulais te tuer. Enfin, je voulais, ouais, je te tuais, quoi. Et voilà. Et c'est des trucs particuliers, ouais. C'est vraiment des trucs, voilà. Du coup, les patients ne me le disent pas, mais ça va faire vraiment hyper mal. Et ça fait mal, ouais. Du coup, alors, par exemple, j'ai des fois des petites dames qui ont un peu une périostite parce qu'elles commencent à courir en mode un peu sport santé et puis bon, elles prennent un dossard de temps en temps. Alors après, c'est le fait de le dire ou pas. Il y a même des patients, je ne leur dis pas, quoi, parce que du coup, je sais que ça ne va pas marcher, en fait. C'est pas possible. C'est trop douloureux, quoi. Et après, parce qu'à partir du moment où on a laissé le choix, et ben, le gars, s'il dit non, il aura peut-être aussi un regret aussi, ouais. Donc en gros, ça fait mal, mais ça marche. Donc à voir chez qui vous le mettez, quoi. Alors du coup, bon, c'est bien de faire des ondes de choc, mais c'est pas mal de tout faire en même temps, parce que du coup, des fois, les gens, par exemple, dans les bâtiments, du coup, ils font des ondes de choc. Mais il faut faire des ondes de choc plus le travail excentrique. Je ferai un topo, je sais pas, d'une demi-heure après. Les protocoles de remise en charge, c'est le meilleur des traitements. Les ondes de choc, ça marche aussi. Le consensus, c'est de faire les deux en même temps. On verra là, le protocole de travail excentrique, où j'en parlais des protocoles de remise en charge. Pour rien. En gros, on a le niveau de résistance du tendon, là, il est abîmé. Ça, c'est le niveau sportif. Et l'idée du protocole de travail excentrique ou des protocoles de remise en charge, c'est que la résistance du tendon, elle soit supérieure à l'activité sportive. Mais là, on est guéri. Du coup, ça marche, le protocole. Voilà, je ferai le topo là. Pour la coiffe des rotateurs, c'est pareil. Il y en a, ils arrivent, ils tapent et puis c'est tout. Ben, on tape, mais on fait de la rééducation aussi. Enfin, la rééducation, si là il y a des rééducateurs, ouais, c'est sûr, ça marche quoi. Puis mais peuvent être rééducateurs quand les poulets pas rendre comme ça, qu'on a mal. On va chez le kiné pour savoir manier son épaule quoi. Surtout qu'en plus ça marche. Donc les deux, donc faire que des ondes de choc pour un kiné. Pour moi, c'est une aberration. On ne peut pas faire que des ondes de choc. C'est pas bien faire son métier. Et encore, si les ondes de choc étaient bien faites. Mais quand en plus les ondes de choc sont mal faites, non. Mais on fait les deux. C'est pareil pour les muscles. Il y a un moment où on tape sur du muscle. On ne fait pas que de ça. On rééduque la réalité musculaire, surtout par de l'excentrique aussi, par exemple. Donc, dans une épaule non douloureuse chronique non instable, donc on peut étendre une petite coiffe, en effet. La lithotricie, grade B de recommandation. C'est pas, mais c'est pas avis d'expert non plus. Et c'est pas fait.
Franchement, non, mais c'est pas fait. La rééducation biomécanique, le travail excentrique, l'éducation à la correction des facteurs de risque, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Encore, tiens, mais voilà, les internes arrivent, du coup, ils demandent est-ce que vous avez de la kiné? Oui. Je dis, bah, attends, t'as demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça a été fait? Non, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est jamais fait. C'est jamais fait, franchement. Partez de l'idée qu'il a chez le kiné et puis c'est pas fait. Voilà. Et rarement, vous allez voir, on dit, ah purée, mais le kiné, il a bien fait. Ouais. C'est rare. Il y a la façon de faire la mésothérapie. Ah oui, oui. Euh, Ouais, c'est des images. Est-ce que je la fais patienter un peu ou... Et ben, on peut reprendre après en fait. Ouais, Hein. on reprend après. On reprend après? Ouais. Parfait, on va faire ça comme ça. On va la voir, c'est juste que j'aimerais bien. Attends, on peut. Tu veux que je fasse pause? Ouais. Attends. Sur Internet. Faire pause, hein, c'est ça que tu veux faire. On se fera après. Ouais. Normalement, partager console. Parfait, tout marche. Génial. On a fait une petite pause qui n'a pas été enregistrée. On reprend l'enregistrement. On en était du coup à la prise en charge multimodale, si je puis dire. Et en général, oui, l'ensemble de la prise en charge n'est pas faite et faire que des ondes de choc sans l'ensemble des autres thérapeutiques n'est pas satisfaisant. Il faut tout faire. Alors, d'abord, ne pas nuire. Les nerfs, on en discutait. On dit de ne pas taper sur les gros nerfs. On a vu sur des études animales que mais des très fortes énergies peuvent provoquer des démyélisations segmentaires, mais réversibles. Il faudrait vraiment faire des grosses ondes de choc. Donc, globalement, on ne tape pas sur les nerfs. Cependant, il y a quelques études qui sont sorties sur, par exemple, des syndromes du tunnel tarsien, qui sont en fait une compression du nerf tibial postérieur. Donc une étude pilote, et il y a eu une amélioration du coup sans complications chez 4 patients. Et sur des névromes de Morton, une étude comparative qui montre que ça marchait aussi. Bon, donc c'est un peu de l'ordre de la recherche. Si vraiment vous maîtrisez le sujet, vous voulez tenter. Voilà pour les nerfs. Alors, les bursites, ce n'est pas une bonne indication. Par exemple, quand on a une tendinopathie d'Achille avec une grosse bursite rétrocalcanéenne qui fait très très mal, bon alors, il faudrait savoir si les douleurs sont imputables à cette bursite. En tout cas, il n'y a pas d'indication de faire des ondes de choc sur une bursite, quelle qu'elle soit d'ailleurs. De la même manière, quand il y a un conflit entre os et tendons, alors typiquement la maladie de Haglund, qui est peut-être le plus connu, à droite on voit un beau Haglund, bah, du coup faire des ondes de choc, même si ça va favoriser la cicatriation, on n'a pas levé le facteur causal, du coup ça ne va servir à rien. Après, c'est des choses un peu plus spécialisées, mais on est en train d'en parler quand même sur la tendinopathie rotulienne. Il y en a qui pensent que parfois on voit un conflit entre la base de la patella et le tendon rotulien. Ou alors là, on est avec un œdème de la graisse de Hoffa. Et du coup, peut-être que les ondes de choc ne seraient pas efficaces si on le faisait en pensant que c'est une tendinopathie rotulienne. Donc ça se discute. Sur les bursites, par exemple, après il y a d'autres bursites, hein, les grosses bursites sous-acromiodaltoïdiennes dans une tendinopathie de coiffe. C'est vrai que ce n'est pas spécialement une indication. S'il y a des grosses bursites sur les tendinites du moyen fessier aussi, ça ne va pas être une bonne indication. Sur les syndromes de l'avant-titubal, de toute façon, il n'y a pas trop d'efficacité.
Et en effet, quand il y a un gros œdème entre le condyle fémoral externe et une bandelette iliotibiale, ça peut être une bonne indication. De toute façon, je pense que quand même la bandelette iliotibiale elle-même est touchée, ce n'est pas une bonne indication. Après, les fractures de fatigue, ça risque de faire mal. Et nous, avec nos machines, en gros, on va arriver à rien du tout. Du coup, ça ne servira à rien. Comme je disais dans la périostite, il faut mettre très, très forte d'énergie. Et après, s'il y a une tumeur, et alors là, pour le coup, on a l'air malin. On ne sait pas si ça favorise, mais bon, je pense qu'on aura des gros regrets. Du coup, tout ça pour dire qu'il ne faut quand même pas en faire à tout va sans imagerie comme ça. Voilà, il faut quand même réfléchir aux choses. C'est pas sans risque, il n'y a rien à craindre. Encore une fois, les hématomes musculaires, alors là, pour le coup, il y en a. Il y a beaucoup de kinés qui en font sans imagerie préalable. Alors, bon, des fois, on n'a aucun doute sur le fait qu'il n'y ait pas d'hématome, mais des fois, il y a des hématomes, et du coup, on tape sur un hématome. Et alors là, on est néfaste. Voilà. Au pire, on n'est pas trop néfaste, mais clairement, il ne faut pas taper toujours, tout le temps et partout. Ouais. Je dis ça parce que ça se voit. Ça peut paraître une évidence, mais en fait, ça se voit extrêmement souvent. Je le vois extrêmement souvent. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Alors, plein de séances. On a vu que c'était 1, 3, 5 séances. Il n'y a qu'à demander. Ils font, ils regardent si ça marche. Alors, en plus, pour ne pas faire mal, parce qu'ils ont peur de faire mal, ils mettent des petites énergies qui ne servent à rien. Ils font la semaine d'après, ils demandent si ça marche. Comme ils ont toujours mal parce qu'ils ont fait un truc qui ne sert à rien, ils en refont, et ils en refont, et ils en refont. Et on aboutit sur plein de séances qui ont servi absolument à rien. Du coup, après, alors pour les tendinopathies de coiffe, comme les douleurs irradient, on sait dans le bras, et du coup, ils tapent partout dans le bras alors qu'il fallait taper sur la tendinopathie. Donc, même s'ils avaient fait 2000 coups à forte énergie, en gros, il y a 3 coups qui vont au bon endroit, du coup, ça ne sert à rien. Même alors là, par exemple, dans Zimmer, ils vous le mettent, il n'y a qu'à regarder la vidéo, ils vous expliquent de manière pseudo-scientifique des protocoles qui ont l'air vachement vrais, parce que du coup, il dit prendre telle sonde, mettre tant de Hertz, on a le droit de faire ça et ça. Après, on fait ça. Il ne faut pas cette sonde, il faut celle-là ou celle-là. Il ne faut pas cette pièce à main, pas celle-là, pas celle-là. Et à la fin, le gars, il a marqué tendinopathie de coiffe, je n'ai pas mis. Globalement, le gars, il est au bout du deltoïde, quoi. Enfin, en gros, il est 5 cm à côté. Et il tape. Alors, des fois, il tape. Après, il augmente à mort la fréquence. Il fait comme ça. Et il dit d'abord, on commence par des basses fréquences, après des hautes, après, on fait des chaînes musculaires. Enfin, en gros, c'est n'importe quoi. C'est vraiment la pseudo-science. Et du coup, ils emberlificotent le message avec des mots savants. Et là, du coup, ils emberlificotent les kinés, quoi. Ou même le médecin, j'allais dire du sport lambda qui réfléchit pas trop. Franchement, ça a l'air vachement vrai, quoi. Les mots sont pas faux. Il y a un bon protocole, c'est bien fait. Je vous dis, c'est dans toutes les langues. Et ça, c'est les images de YouTube, quoi. Du coup, le tendon de la coiffe, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là. Et d'ailleurs, voilà, je disais, parce que les radiologues, en fait, quand ils donnent une petite calcium de coiffe, ils vont à l'aiguille, ils regardent à l'écho, quoi. Et même cliniquement, on est, voilà. Donc, limite, il faudrait se fier à l'échographie. Cliniquement, c'est déjà discutable. Et en plus, ils en mettent partout exprès et ils disent qu'il faut en mettre partout. Du coup, on se bat contre le système, ouais. Encore, sur YouTube, on voyait une tendinopathie rotulienne et ils disent chaîne biomécanique, ils en mettent partout sur le quadriceps. Aponeurosie plantaire, chaîne biomécanique, ils en mettent partout sur le triceps sural. Il n'y a aucune étude, il n'y a aucune science par ailleurs. Et du coup, après, à force de le dire, ça rentre dans les têtes et c'est ouais, non, mais, et alors, même moi, on m'explique, on dit non, mais tu sais, en fait, l'aponévrose plantaire, c'est une chaîne biomécanique et du coup, si tu ne travailles pas toute la chaîne, ça ne marche pas. Et du coup, on croit que quand on tape dessous, limite, ils vont croire l'inverse, quoi. Il n'y a aucune science par derrière, quoi. C'est du YouTube et de la parlotte et du discours qui infiltre le milieu professionnel. Ouais. Voilà. Même là, j'avais mis des kinés qui essaient vraiment de bien faire, qui vraiment réfléchissent aux choses, qui réfléchissent à la biomécanique et qui me disent ouais, alors je ne sais plus si c'était une pubalgie. Ils en ont mis au niveau de l'insertion fémorale du psoas, plus du petit adducteur, plus du tendon quadricipital. Ils m'écrivaient qu'ils mettaient tant de Hertz avec telle fréquence, qu'ils faisaient varier les fréquences, qu'ils faisaient varier. En gros, je ne sais pas d'où ils sortaient tout ça. Ils s'étaient trafiqué la tête et ça ne servait à rien, quoi. Mais il avait tout un discours dans sa tête, quoi. Et après, si on tape sur le muscle, voilà, pour moi, c'est un peu l'équivalent du massage. Et après, ils vont vous dire, ah, mais il se sent bien, quoi. Il se sent bien, tant mieux. Bien, on se sent bien. Alors, ah oui, là aussi, j'avais rajouté cette diapo parce que j'avais une prof de danse du conservatoire de danse de Saint-Pierre. Elle avait une chondropathie fémoro-patellaire.
Et alors, elle a souffert, elle a eu des ondes de choc à fond sur sa tendinopathie patellaire, sur sa chondropathie patellaire. Elle a une chondropathie fémoro-patellaire. Et ça sert à rien. Ça marche pas, ouais. Enfin, en gros, il n'y a pas d'indication. Alors, bon, en fait, pour ceux qui se penchent vraiment dans la recherche, on est en train de faire un peu des études sur le cartilage pour voir si ça a un peu amélioré les choses. Et en effet, on a des résultats peut-être prometteurs. Mais en gros, voilà. Ou alors, si on faut le faire en connaissance de cause, quoi. En se disant, j'ai lu la dernière étude, moi, j'y crois un peu et du coup, j'hésite pas à faire mal. Mais en gros, bon, là, en gros, ça ne servira à rien. Là, Super mal. et ça fait mal. Ah non, elle a souffert, la pauvre. Et pourtant, les danseuses, elles souffrent, elles disent rien, elles sourient. Et alors, pareil, sur la ténosynovite de De Carvin, en fait, c'est une ténosynovite. Du coup, à mon avis, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire la ténosynovite. Ça fait cicatriser les corps des tendons. Du coup, ce n'est pas bon quand c'est inflammatoire, si vous voulez. C'est bon quand c'est micro-traumatique et chronique. Voilà, voilà. Et du coup, avant de faire les choses, il faut réfléchir. Est-ce que si je le fais, je serai un idiot? Et ben, si la réponse c'est oui, et ben, on ne le fait pas. Les pathologies que tu vois le plus souvent, c'est plus efficace finalement. Bon, tendinopathie rotulienne, aponeurosie plantaire, tendinopathie rotulienne. Ouais, les pôles, du coup, je les vois moi-même, je ne les vois pas chez le kiné. Et puis condylien, je discute parce que je dis ça risque de faire mal, ça risque de pas marcher. Si j'ai une réponse, ouais, bah, c'est pas grave, on tente le coup, bah, ok. Ah bah non, mais du coup, je ne vais pas faire mal pour rien, bah, je ne fais pas. Tu n'as pas tant d'indications que. Bah, moi, c'est 50% de patience, c'est ce que je viens de te dire. Tu penses à quoi? Alors, lésions musculaires, sur des séquelles de lésions musculaires aiguës, je ne fais pas. Je travaille excentrique, machin et tout. Et puis sur des séquelles qui font mal, qui sont chroniques. Ah, François nous rejoint. Eh ben, je ferai, je pense. Voilà, voilà. Dans le truc quantifique aussi. Ouais, tendinopathie moyen fessier. Ouais, une calcification. Mais je ferais plutôt quand le corps du tendon est atteint que l'anthèse. Et si vraiment l'anthèse, en fait, par exemple sur l'IRM, tu as un gros œdème osseux et tu n'as pas d'atteinte du corps du tendon, et ben du coup, pour moi, c'est pas une bonne indication de choc. Ouais. Et les périostites. T'en fais pour finir ou pas? Ouais, j'en fais sur des populations très très ciblées. Hein. Très très ciblées. Et sur des pseudarthroses, tu en as déjà fait ou pas? Non. Pas tout à l'heure. Parce qu'il faudrait très forte d'énergie, il faut le faire sous anesthésie. Ouais. Mais j'ai un peu motivé le chirurgien orthopédiste. Le chirurgien, il voulait, ouais, j'aurais dit, bah, si vous voulez, vous prenez l'appareil de lithotripsie, vous arrangez au bloc, vous les endormez et vous renseignez sur le protocole. Si vous voulez, je m'enseigne avec vous. Ouais. J'ai posé la question pour une personne qui avait une pseudarthrose sur une fracture de la fibula. Après, tu risques rien d'autre que de lui faire très mal à court terme. Ça, mais en même temps, je n'ai pas trouvé de protocole particulier pour ça. Et puis... Bah ouais, moi, du coup, les études, il faut regarder sur PubMed et tu les auras, c'est très fortes d'énergie. Du coup, toi, tu vas mettre des moyennes d'énergie. Du coup, tu ne sais pas si ça marche, tu vas te dire que ça ne marche pas. Bon, du coup, moi, je n'ai jamais fait, par exemple. Mais ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Avec des petites fractures de fatigue, tu sais, Mais bon, il souffre tellement sur les périostites. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur les ondes de choc? Des contre-attaques, hein. Dites, les personnes. Non, ah non, toi, t'en fais du coup, ok? Et vous en faites ou non, madame, vous êtes encore jeunes internes. Vous verrez quand vous arriverez dans le monde du travail que les kinés dans les hôpitaux, c'était bien, et les kinés dans le libéral, ça devient un peu la foire. Chez nous, on a vraiment une séparation entre les kinés qui font, je ne sais plus si c'est les focales ou les radiales, et les médecins qui font les autres. Et donc, chez le kiné, ça compte comme une séance de kiné, donc c'est remboursé en partie, et chez le médecin, ça coûte très très cher. Donc, en général, les patients ne sont pas hyper preneurs parce que c'est genre 60 € la séance. Ouais. Dans la santé kiné. Mais c'est plus efficace et ils font moins de séances. Ah ouais. Et après, alors moi, j'ai toujours aussi. Hop, bon, attends, je vais finir suspendre. Arrêter l'enregistrement.